ici à Thiès-Salé, l'endroit qu'il faut impérativement visiter lorsqu'on arrive ici dans cette ville, il y a notre pont. Voilà. Et je rappelle que la ville de Thiès-Salé est une ville historique. Il y a tellement d'endroits historiques, mais je propose le pont. Et au niveau du pont, il y a 2 fleuves qui se croisent là, à ce niveau-là. Et on a une très belle vue. C'est-à-dire le Bandama et le fleuve Inzi. Et dans ce fleuve, il y a des hippopotames. Et lorsqu'ils sautent, et que vous avez la chance de les voir, vraiment, c'est très chic. Pour tous les visiteurs qui viennent à Thiès-Salé, je vous conseille d'aller à Tabatchin pour visiter les hippopotames. C'est très beau à voir. Ici à Thiès-Salé, le coin où on peut visiter, comme chez M. Tano Kassi Ambroise, au Bandama. C'est un coin touristique, il y a des arbres, il y a des cocotiers, il y a tout. Ici à Thiès-Salé, je vous invite à aller visiter Awakro. Là-bas, il y a une grande roche vraiment magnifique à regarder et à visiter même le coin de Awakro. La grande roche qui se trouve à Awakro est suspendue par une petite roche vraiment superbe à visiter. Le poivre s'utilise ici à Thiès-Salé. On a plein de campements ici qu'il y en a. Par exemple, un village comme Bakanda, on a le poivre là-bas. Moi, j'utilise le poivre pour faire la cuisine. Je sais que ça vient de Thiès-Salé. Viens chez moi à Thiès-Salé. Ici, l'une de nos particularités, c'est la culture du poivre. Christy, on te met au défi de récolter un seau de poivre en 5 minutes chrono. Thiès-Salé te regarde. Memo blangwa memo, no memo blangwa memo, memo blangwa memo, no memo blangwa memo, blanga nati uya uya nyombo, blanga nati papa. Bienvenue pour cet autre numéro de découverte. Aujourd'hui, je suis chez moi à Thiès-Salé. Bienvenue. Nous sommes dans l'artère principale de cette très très belle ville. On va découvrir des choses exceptionnelles, à commencer par le pont de Thiès-Salé. Ensuite, il y aura le parc archéologique de Awakro pour des découvertes historiques. Et juste après, il y aura le savoir-faire qui va nous faire toucher à la particularité de la ville, la culture du poivre. On va voir comment le poivre qu'on aime manger là, comment c'est cultivé, comment c'est semé, comment c'est planté, comment c'est entretenu. On va prendre toutes les informations. Et vous savez quoi? Les habitants de Thiès-Salé m'ont lancé un défi. Je dois pouvoir récolter une certaine quantité de poivre en 5 minutes chrono. Les gens s'amusent pas avec moi. Mais une chose est sûre, ça va donner ce que ça va donner. Mais avant mon défi, il y a le portrait de la semaine. Pour nous déconnecter un peu, une personnalité que vous aimez va nous ouvrir les portes de chez elle pour un pur moment d'intimité. Et lorsqu'on reviendra, je serai face à mon challenge. Si je réussis mon challenge, il y aura l'insolite, il y aura beaucoup d'émotions, un aveugle tapissier. Ça vous dit quelque chose? Allez, allez, 5, 4, 3, 2, 1, place à la découverte de Thiès-Salé. C'est une belle journée de découverte de notre magnifique Côte d'Ivoire qui s'annonce. Aujourd'hui, je vous embarque pour une nouvelle aventure exceptionnelle à Thiès-Salé, une ville de la périphérie abidjanaise qui va vous surprendre tant par sa beauté, sa diversité culturelle que par son histoire. Jadis un village, un carrefour incontournable d'échanges commerciaux et culturels du fait de la commercialisation du sel qui a fait sa réputation, Thiès-Salé est aujourd'hui une grande cité cosmopolite. Ici, les populations autochtones sont des Elomoins, les Agnis, les Swamlés, les Baoulés et les Abidji-Agnis.
À cœur joie, je me livre au plus doux farniente, une excursion à laquelle je prends plaisir à découvrir Tia-Salé. Justement, à l'entrée de la ville, il y a le pont de Tia-Salé, l'un des plus beaux du pays. Du haut de ses 22 arcades et de ses 300 mètres de long, le pont de Tia-Salé se dresse de si belle allure qu'il est l'un des charmes premiers de la ville. Il a été construit en 1934. Il y a quelque chose de fascinant, de magique même, de savoir que les fleuves Onzi et Bondama se croisent pour couler sous le pont. Yebasio, nyamiadu manu aho. Je suis ici au beau milieu du village Awakro. Et oui, c'est un village qui est situé à 29 km de Tia-Salé, un très joli village. Les gens ici sont très charmants, sont vraiment sympathiques. Vous savez quoi les amis? Awakro signifie le village de Awa. Il y a beaucoup de baoulés ici et c'est le village qui abrite le parc archéologique de Awakro. Justement, je vais retrouver un groupe de mamans qui sont commerçantes qui vont mettre une petite ambiance villageoise avant d'atteindre le site archéologique. Yakoke! Ah! Bla 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 bla. J'en viens au jour. Mais pas belle bessie, on est béni mo. Bédi à l'université. On dit à olé ma baba, olé ma mamie. Ah aussi en bas. Comme annoncé, là je suis à l'entrée du parc archéologique ici à Awakro. Est-ce que vous savez que notre pays là même est zoo? C'est vraiment joli. Et là, nous allons découvrir ensemble des merveilles insoupçonnées de cette très très belle région de la Côte d'Ivoire, Tia-Salé, avec des anecdotes, des histoires qui vont nous ramener jusqu'à la préhistoire. Je vous rassure, ce que j'ai déjà entendu dans mes petites oreilles là, c'est pas du jeu. Allez, allez, je vous emmène avec moi. Je m'arrête ici parce que cette liane est particulière. On l'appelle la griffonia, ou si vous voulez, la liane de vie. Vous savez pourquoi? Eh bien parce que lorsque le chasseur arrive en brousse, lorsqu'il a court d'eau, lorsqu'il a soif, lorsqu'il lui manque de l'eau, eh bien il sort son couteau ou sa lame. Il lui suffit de trancher un bout de cette liane et la liane lui donne de l'eau qui lui permet justement de tenir bon jusqu'au village. C'est pour cela qu'on l'appelle la liane de vie, griffonia. Elle est belle, n'est-ce pas? Je poursuis mon exploration avec mon sac d'exploratrice. Le parc archéologique d'Awakro s'étend sur une superficie de 120 hectares, datée de 2300 à 2150 millions d'années. Du fait du processus d'érosion, les roches naturelles adoptent des dispositions particulières qui confèrent des formes diverses qui, selon l'imagination du spectateur, font appel à des notions animalières ou humaines. Nous avons des polissoirs, où on polissait des pierres qui font appel au néolithique ou à l'âge de la pierre polie. Il y a aussi des formes plus ou moins distinctes appelées la Corse, qui font penser à une raquette de tennis, une brosse de femme, un miroir ou encore un poisson braisé bien épicé. Nous avons le lieu de rencontre, de réflexion et de prise de décision des hommes anciens qui vivaient ici, ou encore le Fargara musophila, en baoulé Tchendje,
Un arbre sauvage qui soigne plusieurs maux et qui est à la fois un puissant aphrodisiaque. Je suis au comble des surprises. Dans ce parc d'exception, je me sens à l'abri du monde. Je trouve bon de me reposer un instant sur le dos d'un éléphant lithique, avant de reprendre ma route dans ce monde préhistorique. Je suis un rocher exceptionnel, c'est un rocher fondu en deux. Ça s'appelle le monument taillé à décor artistique. C'est comme si le bon Dieu avait mis ses doigts comme ça, en taillant la pierre. C'est vraiment fabuleux. Et ce qui est encore exceptionnel, vous savez quoi? C'est que quand vous prenez le rocher de gauche, on a l'impression qu'il n'y a qu'un seul éclat, un tout petit éclat de pierre qui soutient le rocher de gauche. Oh là là, c'est magnifique. Un tout petit caillou comme ça, qui soutient toute cette masse rocheuse de gauche. C'est exceptionnel. J'ai eu le temps de visiter le parc archéologique légendaire de Awakro, ici dans la région de Tiasalé. Franchement, tellement de choses à découvrir, à voir. Je me rends compte que je ne connaissais pas si bien la Côte d'Ivoire. Elle est magnifique, notre terre. Elle est très belle. Yebasio, Nyamiadou Manouaho. C'est l'heure du savoir-faire. Le savoir-faire, c'est la particularité de la ville de Tiasalé. Et aujourd'hui, on va parler de la culture du poivre. Comment est-ce que le poivre qu'on aime là, comment il est semé, comment est-ce qu'il est traité, comment est-ce qu'il est récolté, comment est-ce qu'il est, on va dire, empaqueté pour qu'il arrive jusqu'à nos ménages. On va voir tout ça. Et puis, dans ce savoir-faire, j'aurai affaire à mon challenge du jour que la population m'a lancé. Ça ne sera pas du jeu quand je pense que je vais monter sur une longue échelle pour récolter des grappes de poivre et trier ce poivre-là qu'on va peser en un temps record. Ça ne sera pas du jeu, mais une chose est sûre, c'est que ça va se savoir. C'est une affaire de poivre. Hein. Venez voir ce que ça va donner. Monsieur Jean-Eudes, comment ça va, grand patron? Ça va bien, merci toi-même. Ça va bien, je suis content de te retrouver. Ben, plaisir partagé. Ah, le soleil ne nous fait pas cadeau. Hein. Non. Heureusement qu'il y a de l'ombre ici. Exactement, et c'est aussi ça l'avantage d'être dans une plantation en agroforesterie, parce que justement, on va allier tous les arbres de la plantation avec des grands arbres. Ouais. Donc vous voyez que par rapport à la route où tu étais, il fait beaucoup moins chaud. Voilà, donc c'est aussi ça l'importance d'avoir, de conserver les arbres. Alors, je suis dans laquelle des plantations? Comment ça s'appelle? Alors ici, tu es dans la première plantation de poivre de Tiasalé. Et c'est la plantation KPC. Donc c'est le nom de la marque du poivre qu'on développe ici. Et c'est aussi l'une des premières plantations de poivre de Côte d'Ivoire. Parce qu'il faut dire que l'histoire du poivre en Côte d'Ivoire est entre 25 et 30 ans, pas plus. Waouh. Donc il n'y a pas très longtemps qu'on a commencé à s'intéresser au poivre. Non, pas du tout, pas du tout. On va dire que ces 10 dernières années, il y a eu quand même une escalade de production de poivre, de plantation, mais voilà, c'est vraiment tout récent. D'accord. Voilà. Et vous êtes les initiateurs, hein, ou parmi les initiateurs? Parmi les tout premiers, les initiateurs, et c'est vraiment un papa qui a tout fait. Donc il y a 27 ans, en fait, à contre-courant de tout ce qui se faisait déjà en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire... Le poivre n'a pas vraiment bénéficié de politiques de développement, comme café, cacao, palmier, l'huile. Et même c'est entouré des VA. Hein. Aussi intégré des VA, c'est la fouille de l'EVA. Voilà. Mais ça vient d'où justement le poivre? Mais écoute, le poivre n'est pas originaire d'Afrique. On peut considérer qu'il y a plus de 200 espèces de poivre. D'accord, mais il y a plus de 200 espèces de poivre. Mais sur ces 200 espèces de poivre, la majorité sont des poivres sauvages. D'accord. On peut, dans le monde, il y a seulement 2 variétés de poivre qui ont le droit de s'appeler poivre. Ah bon? D'accord. Il y en a 2. Ici, on va voir la principale, c'est le Piper nigrum. D'accord. Donc Piper, c'est le genre, et puis nigrum, c'est l'espèce. Pour traduire un peu, ça veut dire poivre noir. Donc on a celui-là. Voilà, poivre noir. C'est ça qu'on prend pour mettre dans le médicament qu'on écrase. Non, c'est différent. C'est pas ça? Ça n'a rien à voir. Celui qu'on met dans le médicament pour écraser, c'est un poivre sauvage. C'est un poivre sauvage. Donc, il n'a pas le droit de s'appeler poivre. D'accord. Donc, le premier, c'est le Piper nigrum.
donc poivre noir, et le second, c'est le piper longum. Donc longum, c'est long, et piper, c'est poivre. La caractéristique du vrai poivre, aussi, ce qu'il faut dire, c'est que c'est le vrai poivre qui va produire toutes les variétés de poivre. Il existe 4 variétés de poivre. De façon chronologique, le poivre vert, le poivre noir, le poivre rouge et le poivre blanc. Tout va venir de la même liane. Wow. Ces différentes variétés, en fait, vont dépendre du moment de la récolte. C'est un peu comme une mangue verte. Les mangues vertes, ça se consomme en salade, avec du sel, peut-être un peu de piment aussi. D'accord, c'est un côté acidulé. D'accord, le poivre vert ressemble beaucoup à ça. Ensuite, pour faire par exemple du poivre noir, on va attendre que la mangue, on va prendre la mangue, devienne un peu plus mûre. L'exemple de la mangue, exactement. Selon l'explication que tu donnes, c'est que c'est le même poivrier, mais en fonction des saisons et de ce qu'on en fait. On a le poivre. Exactement, de la maturité. De la maturité. Exactement. On a le poivre blanc, le poivre rouge, le poivre noir et le vert. Quelles sont les étapes? On commence où pour parler de culture de poivre? D'accord. Pour parler de culture de poivre, on va toujours commencer par une pépinière. D'accord. La pépinière est essentielle parce qu'elle va vraiment maximiser le taux de réussite. Enfin, comme c'est une liane qui peut être plantée directement, comme des bouchons par exemple de manioc, mais il y a beaucoup de pertes quand on le fait en direct. C'est pour ça qu'on fait de façon indirecte, et la façon indirecte, c'est de passer par la pépinière. Pépinière là, je peux aller voir? Bien sûr, on y va, tu me suis. Magnifique, je suis. Dans ce champ de poivre, on a l'impression que la vie marche au ralenti. Tout est si pur et naturel. C'est comme si la terre tournait moins vite et que la nature se réjouissait de notre intérêt pour elle. Je prends plaisir à découvrir tout ce paysage et ces braves gens dans leur univers. Donc on arrive à la pépinière comme ça avait annoncé, et c'est ici, c'est pas ça la pépinière, mais c'est vraiment ici que tout commence. Donc je te présente monsieur Erskine Clovis. Enchanté Christine. Enchanté Clovis. Je te laisse entre ses mains. Merci. Comment tout se passe. Mais je te retrouve tout de suite. Il n'y a pas de problème, je suis pas loin. Il n'y a pas de problème. Merci infiniment. Clovis. Oui, Christine. Ça, c'est quoi? C'est pas des déchets? Non, c'est pas des déchets. C'est un ensemble de composés qu'on a mis en place qui va constituer nos pépinières, le plastique plus tard. C'est ce qu'on appelle communément le compost. Compost, ensemble de composés. Composés azote et carbone. Un ensemble de mélanges qu'on laisse fermenter, qu'on arrose. Vous voyez un peu de feuilles sèches. Oui. Et puis de feuilles. Il y a beaucoup de feuilles sèches là. Oui. On associe aussi les fientes de volaille, fumier de porc. Puis on arrose une fois chaque semaine et c'est fermenté pendant au moins 6 mois. Voilà, et on utilise ça. Pendant la fermentation, on contrôle la température. Oui. Qu'elle soit toujours chaude. Et en fonction de ça, on sait s'il y a moins d'azote ou plus de carbone. Parce qu'il faut que ce soit équilibré. Pour ne pas qu'il y ait trop d'acide dans les pépinières. Mais tout ça, c'est pour quel but? Bon, c'est pour avoir une bonne production et avoir un bon goût final à la dégustation. On n'utilise pas les produits chimiques. Donc on fait notre compost ici avec les fientes de volaille, fumée de porc, feuilles sèches et autres. On laisse fermenter un moment, on arrose une fois par semaine et on vérifie au fur et à mesure la température. Quand elle est bien chaude, on obtient une bonne composition de sol noir comme ça. Ah, c'est ça qu'on obtient. Oui, après. Oh, ça, j'imagine que c'est riche comme ça. Très riche. Mélangé à du sable. On fait le mélange, moitié-moitié, on met dans les sachets. On fait les boutiques que vous voyez là-bas, et puis on fait les pépinières. Et ensuite, après ça, il y a une période, quand ça commence à germer, on va commencer à faire le planting. Donc, c'est une petite qu'on a planté. C'est le compost qui est là. C'est complet naturel. Sans produits chimiques. Bio. Naturel. Oui, ça permet aux fruits d'avoir un bon goût à la dégustation. Merci beaucoup, Clovis. Merci à vous également. J'allais dire Clo, mais ça signifie autre chose quelque part. C'est la même chose. C'est la même chose. L'étape suivante, c'est la récolte. Oui, je vais conduire M. Yapo, qui va vous donner plus d'explications sur comment se fait la récolte et autres. C'est récolte là même qui est mon défi. Pas de souci, M. Yapo est bien aguerri pour vous donner plus d'informations. Il n'y a pas de problème. Il sera en même temps mon coach, M. Yapo. Il sera mon coach. En même temps, il va m'entretenir sur comment ça se fait la récolte, comment on fait pour savoir que ça, il faut cueillir, c'est arrivé à maturité. Et puis comment on fait pour avoir poivre blanc, poivre vert, poivre noir, poivre rouge. Je vais me donner les infos. Voilà, plus de détails. Monsieur Yapo, on va le trouver. Allons-y, Clo. Clovis, on est où là? Ah. Bonjour, M. Yapo. Bonjour, M. Clovis. Bonjour, M. Yapo. Je suis M. Yapo. Je
celui qui est chargé de faire la récolte. Enchanté, chef. Vraiment, vous faites un barrage de fond. Chez nous, ça veut dire que vous abattez un boulot considérable. Toutes mes félicitations. D'accord, je vous laisse. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Papa Yapo, vraiment, félicitations. Merci. Ah, c'est pas facile hein, quand je vois toute cette plantation de poivre. Vous avez mis combien de temps pour construire tout ça? On l'a mis aux environs, ça fait maintenant 20 ans que nous sommes là. Hein. Waouh. 20 ans. Wow. 20 ans que nous sommes là. Il faut un travail. Chaque fois, il faut venir. Un travail minutieux. Oui. Mais le papa, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de cueillir le poivre. Pour faire du poivre noir. C'est comme ça qu'on fait la cueillette. C'est comme ça qu'on fait la cueillette. Hey, il y a des grains qui tombent. Voilà. Okay. Non, mais... Après, il va descendre, il va les ramasser. Grappe par grappe. Mais comment il fait pour savoir que c'est arrivé à maturité, il faut cueillir? Ça dépend des couleurs. Actuellement, vous avez la couleur vert clair. La couleur vert clair, il n'y a pas de noyau. Le noyau n'est pas encore formé. Une fois que c'est du vert pur, ça commence à être formé. Il faut que ce soit du vert pur. Du vert pur. Attendez, j'ai vu du vert pur quelque part. Un instant, pour bien comprendre, je le cueille rapidement. Bon. Voilà. C'est ça? Voilà. C'est la première étape. Il n'y a pas de noyau. La deuxième étape, lorsque le noyau sera formé. La troisième étape, voilà, avec des couleurs. Ah, donc ça veut dire que c'est mûr. C'est mûr. Bon. Sur la grappe, on a la couleur jaune. Oui. La couleur jaune nous permet de faire du poivre blanc. Ah bon, comment ça se fait? Du poivre blanc, on prend la couleur jaune, on trempe ça dans l'eau. Chaque 48 heures, il faut changer l'eau. Il faut changer l'eau à chaque 48 heures. Pendant une semaine, lorsque la peau va pourrir, il faut laver les noyaux abondamment. Puis on met ça au soleil. Et là, ça devient? Ça devient blanc. Waouh. Sur une couleur, sur la même grappe, c'est la couleur rouge. Le rouge, on obtient le poivre rouge. Comment on obtient le poivre rouge? Oui. Voilà. Il faut faire bouillir l'eau à 90 degrés. Tu remets uniquement que le poivre rouge dans l'eau. Ça rebout pendant 5 minutes. Vous enlevez le poivre de l'eau. Vous mettez ça dans un coin noir. Le lendemain, vous mettez ça au soleil. Ça devient du rouge. Wow. Mais par contre, le rouge, vous mettez ça directement au soleil, ça devient du noir. Si on ne connaît pas, on va rater. Au lieu d'obtenir le rouge, on obtient le noir. Et comment on fait pour avoir le noir, justement? Le noir, justement, c'est le poivre vert mature. Voilà, le poivre vert mature. Il faut chauffer de l'eau pour mettre là-dessus. Le mettre, tu retires les grains, tu mets ça dans un coin. Le lendemain, tu mets ça au soleil, ça devient du noir. Waouh, moi je suis émerveillée. Je ne pensais pas qu'on pouvait obtenir. Mais comment vous faites pour avoir toute cette dextérité? Comment vous avez fait? C'est l'expérience. Il faut être dedans pour savoir tout ça. Avant mon coaching qui va m'aider à réussir mon défi, je fais un tour à l'unité de transformation du poivre. Ah, Jean-Eudes, Hey Christine. je te retrouve. Ça va? Ah, mais là, tu es, j'allais dire, dans tes apparats. Oui, c'est ça, on a mis la tenue de l'unité de transformation. Oui. Voilà, et donc bienvenue encore ici. Merci beaucoup. beaucoup. Vous avez passé la plantation? Oui, c'était magnifique. Je vais y retourner d'ailleurs pour mon coaching afin de réussir mon défi. J'espère, je croise les doigts. Parce que la hauteur des échelles que j'ai vues là, c'est pas du jeu. Non, ça va bien se passer. En tout cas, on croise, il n'y a pas de problème. Alors, Jean-Eudes, KPC. C'est ça. Ici, je viens voir quels sont les produits qu'on peut avoir à partir du poivre. Quelle est la finalité, j'allais dire? D'accord, en fait, on a deux grands groupes de produits finis. On a d'abord les produits secs. Donc, les produits secs, ça va être généralement, essentiellement, des produits du poivre qui va être séché. D'accord, donc le séchage, après le frais, exactement. Donc, le fait de passer du frais au sec, c'est une transformation. Alors, Jean-Eudes, c'est de très très belles choses à voir. Merci beaucoup. Mais dis-moi, quel est le processus? On va aller sur le plus simple pour obtenir ce poivre-là. Ça, on le connaît. Et on l'utilise en cuisine très souvent. Exactement. Souvent, on l'écrase soi-même, soit on l'achète comme ça. Mais quel est le processus?
Alors, le processus, c'est un peu ce que c'est passé à la plantation. Une fois que le poivre vient de la plantation, il va venir principalement de notre plantation. Mais aussi, on va récupérer aussi du poivre frais avec d'autres producteurs de la région. Donc, c'est pris, c'est pesé, c'est égrené d'abord, et après l'égrenage, en fait, on va les faire fermenter toute la nuit. Après la fermentation, ça passe au soleil, et on fait sécher au soleil pour garder toutes les saveurs, et c'est à peu près une semaine à 10 jours. Une fois que c'est sec, le travail n'est pas fini encore. Le produit sec, en fait, va être trié. Donc, on va venir dans cette salle ici pour vraiment trier. Donc, dans le tri, la première étape, c'est d'enlever tout ce qui ne va pas être du poivre. Donc, les feuilles mortes, les bouts de branchage. Et puis aussi, ça peut être aussi des baies qui sont cassées. D'accord? On a des baies cassées, on a des baies avortées. Toutes les baies qui sont le moins noires possible, on va les écarter. Ça reste du poivre, mais elles ne sont pas assez chargées exactement en saveur. Plus le poivre est foncé, plus les chargeurs d'huile essentielle, et plus en fait, exactement, comme ça, voilà. Donc le tri, c'est vraiment de garder que ce qui est noir, pour avoir le plus de saveur possible. C'est exactement ça. Voilà. Et on obtient ça, c'est tout, c'est fini. C'est fini. Waouh. C'est dit comme ça, c'est facile, mais c'est un long processus. Exactement, tu vas voir le travail qu'il faut. Jean-Eudes, vraiment, aujourd'hui là, je suis très contente. Super. Je suis contente parce que j'ai pu voir, j'ai pu découvrir des choses exceptionnelles. Je ne savais pas qu'à Tia-Salé, on pouvait obtenir ce poivre de si bonne qualité, ces caramels à base de poivre. J'ai vu le poivre rouge, j'en ai vu de toutes les couleurs. C'est magnifique. Merci. Je t'en prie, merci beaucoup. En tout cas, merci à toi d'être passé. Et en plus, tu as la chance parce que le poivre de Tia-Salé, c'est le secret de mieux garder le Tia-Salé. Il ne faut pas le répéter et puis... Ne répétez pas le secret. Gardez ça pour vous. Merci beaucoup. Moi, je retourne au champ pour mon coaching. Okay. Et puis, ce sera l'heure de mon défi. J'ai de grosses gouttes là qui commencent à tomber. Bon, je cours rapidement m'apprêter. D'accord, ça marche. Alors, papa, mon défi de tout à l'heure, je dois monter sur cette échelle-là pour cueillir du poivre. Vraiment, ça me fait peur. Mais comme tu es mon coach là, est-ce que je ne peux pas faire entraînement? Non, pour le moment, on va attendre à ce que M. Zida descende d'abord. M. Zida, on va attendre à ce qu'il descende d'abord. Après, vous allez prendre le seau. Et puis, mais faites ça encore. Avec l'échelle, ça peut glisser. Il ne fallait pas me dire ça. Que je vais mais un peu de courage, ça va aller. Mais si je glisse? Mais ici, là, beaucoup. Ça me rassure déjà. D'accord. Donc, c'est quoi le conseil pour ne pas que... Et ça a bougé là quand il est descendu. Est-ce que je ne vais pas tomber? Non. Prenez le seau, remettez le... J'attrape le seau comment je veux. Comme ça. Essayez. Et si je faisais comme ça? Ça, c'est bon. D'accord. J'essaie en même temps. Essayez. J'ai peur. Attention. Ça, c'est combien de mètres? Ça, c'est 4 mètres. 4 mètres. Papa, attrape mon panier. Non. Je ne vais pas vous attraper. Essayez. 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 Ça tremble. Essayez. D'essayer? Oui. Mais attention. Si ça revient en arrière, tu tombes. Votre affaire est compliquée. Il faut bien placer ce côté. Place bien. Ok. Allez. Mais commence par le bas d'abord. Il faut commencer à cueillir. À cueillir en bas. Ton premier pied. Pour cueillir en bas, je ne vais pas rentrer en bas pour cueillir. Non, je te dis de prendre l'échelle. Je dois prendre l'échelle d'abord. Voilà. Allez. Un pied d'abord. Papa, il y a pas où c'est payé, c'est toi. Voilà. Il ne faut pas avoir peur. C'est solide, c'est solide. Non, attrape, rassure-moi. Ok. Commence maintenant. Un peu, je peux commencer maintenant. Je dois bien fouiller pour voir. Ah ouais, ça le fait. Voilà. Mais ne regarde pas en arrière. Je ne dois pas regarder en bas. Je dois... Allons seulement. On ne regresse pas. Ok. Bravo. Bravo. Vous avez réussi. J'ai dit que je vais faire des défi là. Voilà. Non, je vais faire. Un peu de courage. Je vais faire ce défi là. Non, c'est
Aïs, Papa Yapo, fais-moi confiance. Merci, je vais tomber là. Non, ça c'est rien. Papa Yapo, tu sais quoi? Quand on finit le coaching, bien avant mon défi, le portrait s'installe et on se retrouve tout juste derrière. Bonjour, je suis Aboudia, artiste peintre. Bienvenue chez moi. Abdoulaye Diarrassouba dit Aboudia est un artiste peintre enfoui dans les profondeurs de l'art pictural urbain. Il redonne à travers ses actions caritatives l'inspiration reçue naturellement par les enfants dans la rue. Ainsi, portant avec lui leur innocence et l'exigence artistique mondiale, il va s'ériger en pont entre son expression artistique et la réalité sociale ivoirienne pour que ses toiles deviennent un témoignage de l'âme de la Côte d'Ivoire, touchée à l'époque par la crise sociopolitique. Au fil des années, il a su s'imposer comme un leader dans son domaine, avec les couronnements d'artistes les plus vendus de l'année 2022 devant des artistes de renommée internationale et le prix de l'excellence pour la culture et l'art reçu des mains du couple présidentiel. Aboudia nous embarque dans un voyage où chaque coup de pinceau a contribué à obtenir le portrait de la vie qu'il a aujourd'hui. Aboudia, déjà petit, vous êtes en touche-à-tout, chansons, théâtre, foot. Oui. Comme vous venez de le dire, depuis tout petit, j'avais cette énergie-là qui était incontrôlable. Je voulais tout faire. Tout faire dans le sens où, depuis ce bas âge-là, j'avais tellement envie de réussir que depuis le primaire, même, j'avais commencé à dessiner en grandissant. Arrivé au collège, collège Kiman d'Abengo, j'ai connu d'autres disciplines qui étaient le théâtre, la musique et tout. Je me suis essayé à tout. Et voilà, c'est la peinture qui a pris le dessus. Et aujourd'hui, on est là. À l'époque primaire déjà, vous êtes sollicité par les maîtres pour les illustrations au tableau. Oui, déjà, tout petit, on me mettait sur les tables là pour que je dessine. Parce que c'est pas, il fallait illustrer la banane, l'orange et tout ça. Donc moi, je dessinais au tableau. Et puis voilà, les élèves m'applaudissaient. Bon, le maître essayait de dire aux élèves, à l'époque, 5 francs, tu vois. Donc ça avait déjà commencé comme ça, quoi. Voilà. Comment votre père prend cela, Aboudia? Tout de suite, il n'est pas d'accord. Mon père, il est enseignant. Vous connaissez les gens d'avant, si je peux dire en griffe. Nos parents d'avant, ils veulent que les enfants suivent leurs traces. Éminent instituteur, quelqu'un de sérieux, travailleur, voir son enfant aller faire là, pour lui, c'est un crime, quoi. En griffe. Et il me dit, écoute, je peux pas t'aider, mais si je peux avoir quelqu'un pour t'aider, vas-y. Mais c'est pas méchant. Il veut que son enfant suive cette trace. Pour lui, c'est le bon chemin. Mais moi, têtu que je suis, je lui ai dit, non, moi, c'est ce que je veux faire. Et voilà, un peu, quoi. Au-delà des définitions conventionnelles, Aboudia, pour vous, concrètement, c'est quoi un artiste peintre? Un artiste peintre. Un artiste peintre, pour moi, c'est un garant. C'est comme un demi-dieu. Il réinvente la vie, il réinvente les couleurs, il donne le sourire, il est guère au travers de ses œuvres, avec les formes qu'il va donner, avec les couleurs, avec l'histoire derrière sa peinture. Donc pour moi, un artiste, c'est un demi-dieu. À juste titre, vous décidez, pendant la crise ivoirienne en 2010, Aboudia, d'aider votre pays à travers la peinture, bien évidemment. J'aime pas trop parler de ça parce que les gens assimilent mon travail à ça, c'est dommage. Mais normalement, moi, je suis un peintre dans la rue. Ça veut dire quoi? Un peintre qui fait les graffitis. Mais pas les graffitis dans les rues, mais sur la toile qu'on va exposer dans les salles. Et l'écriture, il vient comment? Comme je vous ai tantôt, je suis très têtu, très curieux, je veux tout savoir. Je suis venu aux Beaux-Arts en 2005, Centre technique des arts appliqués de Benjerville en 2005. Comme tout le monde, il faut trouver une écriture. Et je commence à réfléchir, je commence à tâtonner et tout. Et un jour, en allant à Trècheville,
sur le pont, avant d'aller au Palais de la Culture, sur le pont, quand on descend, il y a des murs qui sont là comme ça. Et j'ai vu des dessins, mais qui n'étaient pas des dessins de pro. Et j'ai dit, ça c'est moi, ça. J'ai dit, ça c'est moi. Et ce que je partais faire, je suis même pas allé faire. Je suis descendu de la voiture et je commençais à regarder dans le quartier le dessin que c'est parti. Je sais pas qui faisait. Peut-être ça pouvait être de grandes personnes qui avaient l'âme d'un enfant ou des enfants aussi qui s'exprimaient. Je vois, c'est facultatif. Et je vois que je touche, c'est fait à base de charbon, de cailloux, de tout ce qu'ils pouvaient trouver. Et dit, voilà, ça, c'est moi, ça. Et c'est là que je vais emprunter cette écriture-là pour la ramener dans les salles, en fait, sur les toiles. Et j'ai toujours dit dans mes interviews, j'ai dit, l'écriture vient pas de moi, je l'ai empruntée dans la rue. Et c'est pourquoi la fondation pourrait donner ce qu'on nous a donné, quoi. Justement, au nom de cette écriture à Boudia que vous découvrez, en 2010, vous faites découvrir également votre talent. Oui, mais avant 2010, il y a eu beaucoup de choses. Il est fou, il sait pas ce qu'il veut, il est partout en même temps. Moi, je savais qu'en mélangeant toutes ces écritures et en ajoutant avec celui de la rue, ça pourrait donner quelque chose de particulier, qui allait me différencier de ce qui était déjà là. Donc, je commence, et pendant ces 5 ans, je fais le tout. Mais ça, d'abord, il y a eu le parcours scolaire. Hein. Moi, étant à l'école, déjà, je voulais exposer, donc je partais m'aider les galeristes. Et donc, il y a ce temps, et le temps que je viens de dire, en 2005-2010. Tu vas dans telle galerie, on te dit, écoute, c'est la merde ce que tu fais. Dégage, là. Tu vas à l'autre côté, on dit, non, t'es pas encore fort, mais toi, t'es fou, toi. Ça va pas marcher ici, il faut que ça, c'est en Europe, tiens. Et moi, on me chassait ce samedi, le samedi prochain, j'étais là, quoi. Je revenais avec d'autres choses. Non, c'est pas bon, on va travailler encore. Le samedi prochain, j'étais là encore. Et quand on arrivait, moi, j'étais là plus pour montrer le travail, mais après, c'est une galerie, donc à 16h, tu vois, il y a les apéros, tu manges un peu, et quand tu rentres, au moins, tu as eu ton dîner du soir parce que c'est chaud à la maison, tu vois. Et donc, voilà un peu, et je croise, sur Facebook, un Allemand qu'on appelle Stéphane Meisel, à qui je dis beaucoup merci, qui a cru en moi, mais qui avait vu une de mes toiles sur Facebook et qui est rentré en contact avec moi. Ça s'est passé entre 2005 et 2010. Donc, il commence à me donner de l'argent pour que je puisse travailler, pour que j'ai un appartement et tout. Bon, là, tu n'as pas de souci de nourriture, tu n'as pas de souci de maison, donc tu vois, on va bosser. Et on travaille. Et la guerre arrive. Il dit, bon, tu sais ce qu'on va faire? On va faire des grandes toiles, on va faire des tableaux sur la crise pour écrire l'histoire, parce que les peintres aussi, c'est les garants de leur société en fonction d'où ils se trouvent. Il dit, ok, on va essayer. Et c'est là que part les grandes toiles de 4 mètres sur 3, de 5 mètres, de 6 mètres. Et on travaille, on finit. Il y a un Américain qui travaille chez Reuters, quand vous êtes dans les médias, je pense que vous connaissez Reuters, qui vient à Abidjan pour faire une interview sur la crise. Parce que lui, c'est un photographe de la guerre. Il se promène de pays en pays pour faire des reportages. Qui vient et quelqu'un lui dit, mais écoute, appelle Stéphane, il y a un artiste qui a fait des choses, ça va t'intéresser. Laisse ce que tu es venu faire. Et là, le monsieur, il arrive dans l'atelier où on était. Il est stupéfait, il perd tous ses moyens. Il dit, mais il y a des Africains qui font ça? Il dit, mais le gars, il parle de quoi? Donc les Africains, ils sont pas aussi intelligents. Moi, je me dis ça, quand je me parle. Et tout de suite, il dit, bon, écoute, papa, il fait une mise en scène, il fait des photos. Il dit, bon, je te promets rien. Moi, j'adore déjà. Mais j'envoie ça à mes patrons à New York. S'ils aiment, t'es connu partout. Il dit, mais pas de quoi. L'envoie-moi son article, il faut prendre un tableau, tu me là, il y a un article que tu veux. Et il envoie. Mais je suis 5 minutes après. Partout dans le monde. New York Times, Financial Times,
je sais pas, j'arrive même pas à citer les médias, quoi. Donc c'est un peu comme ça. Et en 5 minutes, Aboudia, votre vie, elle va prendre une autre tournure. Non, je ne dirais pas que ma vie a pris une tournure en 5 minutes. Ma vie avait déjà pris, depuis le temps où je me suis mis dans l'art, ça avait commencé à partir de là. Les 5 minutes, pour moi, font partie de toutes ces années de boulot acharné et de travail bien fait, surtout de discipline. C'est très, très, très important, la discipline. Les thèmes de vos tableaux Aboudia tournent autour des enfants et ils sont comme dessinés par un enfant. Oui. Je pense que avant que les choses s'imposent, c'est déjà même un choix. Mais peut-être qu'on ne s'en rend pas compte. On essaie de fuir souvent un peu nos émotions ou bien les sentiments qui viennent en nous. Mais j'ai pris le thème de l'enfance parce que je pense que c'est eux qui m'ont donné. C'est eux qui travaillaient dans les rues avec les dessins. Ou tu vois, la petite fille qui n'est jamais même allée à l'école. Tu vois, les enfants qui traînent dans les rues. Je viens de dessiner une blouse blanche avec comment on appelle le truc de docteur pour prendre les températures voilà, tu vois, qui dessine ça avec leur robe blanche, tu vois, le chapeau avec la croix. Et ça, c'est tellement beau. Et c'est tout ce que moi, j'ai ramené, en fait, sur la toile. Donc, ça serait très ingrat de ne pas redonner à ces enfants-là ce qu'ils m'ont donné de manière indirecte, sans savoir. Aboudia, vous représentez la Côte d'Ivoire donc dans le monde. Mais avant cette date-là, est-ce que vous sentiez une reconnaissance nationale? Oui. Vous allez trouver ça bizarre, mais je n'ai jamais attendu quelque chose de mon pays. J'ai toujours dit, qu'est-ce que je peux faire pour que mon pays me reçoive? Donc, redoubler d'efforts dans mon travail, représenter. Et bon, voilà, aujourd'hui, ils m'ont appelé. Donc, c'est moi qui dois plus à mon pays que mon pays ne me doive. Qu'est-ce qu'Aboudia veut dire aujourd'hui à ces jeunes-là qui souhaitent être des Aboudia demain? Ce que je veux qu'on retienne de moi, je ne sais pas, ce que chacun voudra retenir. Parce qu'en écrivant l'histoire, il y a des gens qui sont d'accord avec ce que vous faites, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ce que vous faites. Il faut laisser la latitude, la joie et le choix à chacun de penser ce qui peut lui faire plaisir. Et comme j'ai l'habitude de le dire, la liberté de chacun doit s'arrêter là où pour l'autre commence. Donc quand on pense ou quand on ne pense pas, moi je pense et je fais. Le jour du défi est arrivé. Regardez, j'aborde une nouvelle tenue. C'est qu'aujourd'hui, là, c'est chaud. Mes coachs sont là. Ils vont me juger. Est-ce que je vais réussir à récolter du poivre? Moi-même, mon cœur n'est pas témoin. Bonjour. Bonjour Christine. Bonjour coach Yapo. Coach Yapo, Clovis et puis Jean-Eudes. C'est ça. Ça va bien? Ça va bien toi-même? Vous êtes rassemblés là, il y a quoi? Ah, on était en train de réfléchir à ce qu'on pouvait te faire comme défi. Et puis je pense qu'on a trouvé en tout cas. Est-ce que toi tu es prête? Bon, je suis là. D'accord, ok. Mais écoutez, donc ton défi en fait c'est de pouvoir récolter. Donc on s'est entendu sur 5 minutes. Moi avant 5 minutes, si tu peux nous remplir ce seau-là. Ton son aussi est gros, hein? C'est comme ça. J'ai pensé que c'était une petite affaire. Non, tu le portes comme ton sac à main. Tu n'as pas une petite casserole là-bas? Non, pas du tout. Un petit truc? Pas du tout. Tu le portes comme un sac à main et puis tu montes. D'accord? Vraiment, votre affaire là. D'accord, ok. Vraiment. Donc, tu as dit il y a combien de temps? 5 minutes. 5 minutes, hein? Je prends le chrono. Quand tu es prêt, tu me dis. Tu ne veux pas mettre un peu de poussière dessus? Non. D'accord. Vraiment. Et puis, il n'y a rien même dedans. Hein. C'est vite comme ça. Ok. C'est ça. Je suis prête. Allez. Top. 5 minutes.
Alors, Christine, comment ça a été? C'était difficile, mais très intéressant. J'aurais voulu avoir un peu plus de temps, parce que vraiment, l'échelle là, c'est pas facile, ça fait peur vraiment. C'est haut. Mais c'est là, c'est vraiment pas mal parce que tu as assez de courage. Parce que généralement, c'est les hommes qui montent aux échelles. Et puis les femmes, pendant la récolte, elles se promènent dans les allées. Et en tout cas, c'est vraiment pas mal. Merci beaucoup. Je t'en prie. Alors, le butin, on peut le voir ou pas? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voici ce que j'ai récolté. D'accord, ok. Écoute, je vais consulter un peu les autres juges et puis on va voir ce qu'ils en pensent. Il n'y a pas de problème. Hein? Ouais, Afin de consultation même. Il est en train de conjuguer ce petit truc qu'il a récolté là. Mais c'est pas facile, hein? Vous voyez ça comme ça là. Ça fait plus de 4 mètres. J'espère que j'ai réussi. Bon, Christine. Oui. On s'est consulté un peu les membres du jury. Oui, c'est nous les jurys. Oui, bien sûr. Et on est tous d'accord pour dire que tu as réussi ton défi. Voilà, tu as vraiment réussi ton défi. J'ai réussi mon défi. Exactement. Tu n'as pas rempli, mais tu as réussi ton défi. Ton défi était réussi. Je n'ai pas rempli, c'est vrai. Mais c'était réussi. Ça a été réussi. C'était réussi. Merci beaucoup. Ce que j'ai fait là, ça fait combien de kilos, ce que j'ai récolté? Alors, ça fait approximativement 2 kilos frais. D'accord? Et puis après, il y a encore notre processus. Donc, c'est avec l'égrainage, après le séchage et puis la mise en paquet. Allez, bon, j'ai réussi mon défi. Regardez ce que j'ai récolté. Ça fait exactement 36 000 francs CFA. Selon ce que m'a révélé Jean-Eudes, ils ont été formidables. On parlait de la culture du poivre et nous étions ici à la première plantation de poivre de Tia Salé. Oui, c'est de cela qu'il s'agit. Spécial Tia Salé, culture du poivre. J'ai fini mon défi. Je vais maintenant vous envoyer une autre étape, celle de l'insolite. Ça va vous arracher un peu de larmes. Ressaisissez-vous parce qu'à la fin, on se retrouve. À tout de suite. Le sage a dit un jour, l'aveugle vous regarde de toutes ses oreilles. Et il n'est pas pire aveugle que celui qui détient la vue, mais qui n'a aucune vision. Amidou Ouedraogo n'est pas un aveugle comme les autres. Il n'a certes pas la vue, mais il a quand même réussi à développer sa vision. Amidou est un tapissier hors pair. Malgré son handicap, il a décidé de travailler aussi dur que possible pour réaliser son rêve, faire un métier et en vivre plutôt que de faire la manche. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'un homme de valeur dont l'histoire nous bouleversera. J'ai perdu la vue à l'âge quand j'étais au primaire. Voilà, quand j'étais au primaire, j'ai eu une maladie qui, à la suite, j'ai perdu la vue. Moi, j'étais encore enfant, donc au début, ça ne me disait rien. Mais quand je commençais à prendre de l'âge, j'avais mal parce que mes amis arrivaient à faire des choses que moi je n'arrivais pas à faire. La mère n'arrivait pas du tout à supporter. Donc c'est ce qui m'a amené à chercher à faire quelque chose pour vraiment encourager la maman qui n'arrivait pas à me voir. Quand elle me regardait, elle avait toujours les larmes. Donc il fallait que je fasse quelque chose pour dire à maman que perdre la vue, ce n'est pas perdre la vie. Quand j'ai perdu la vue, j'ai un ami qui m'a parlé de ce travail. Et il m'a même montré les œuvres, j'ai touché. Et en ce moment, je me disais, est-ce que j'allais pouvoir? Il m'a dit, il faut essayer. Et après, j'ai commencé à me former. C'était un peu difficile, mais je voulais vraiment faire quelque chose. Voilà, montrer aux parents que moi aussi, je peux être utile dans la famille. Quand j'ai appris le métier, j'ai une tante qui m'a offert un pain. Il y avait des losanges. Un jour, un monsieur m'a dit, est-ce que tu ne pourras pas faire ça sur le dessin? Et j'ai demandé comment est le losange. Il m'a expliqué. J'ai essayé de tracer avec ma main et j'ai essayé, j'ai pu le faire. Donc je l'ai nommé Amidou. Je voyage à travers l'Afrique et je forme mes frères non-voyants à ce métier que je pense que c'est fait pour nous, les non-voyants. Et ils arrivent à le faire. Aujourd'hui, je suis marié, j'ai 4 enfants. J'ai 4 enfants, oui, 5 enfants, pardon.
4 filles, un garçon. C'est les filles au fait, 4 filles, un garçon. Je signale que madame a un handicap aussi. Elle aussi, elle est dans le métier, voilà, dans l'art aussi. Et on s'est rencontrés à une exposition. Voilà, donc c'est le couple des artisans. Éprise de stupéfaction et d'admiration par le courage et la détermination d'Amidou, je viens à cette réflexion. Dans son monde à lui, c'est nous les aveugles et c'est lui le voyant. Il m'a fait un beau cadeau lorsque je suis allée le voir dans son atelier. J'étais en train d'apprécier les sacs, les admirer et puis il a fait sortir un sac pour moi. Donc quand j'ai vu le cadeau vraiment, j'étais très très heureuse et j'ai trouvé ça très bon, très beau pour dire que quelqu'un qui ne voit pas peut faire ses merveilles. Et nous qui voyons, on se plaint de nos handicaps, donc on peut faire plus. Donc vraiment, ça m'a marqué. Et quand je sors avec le sac, je dis ça c'est mon président qui m'a donné. Mais il ne voit pas. Vous voyez, les gens s'étonnent, mais il dit mais il fait encore des plus grandes choses que ça. Donc vraiment, c'est un président à suivre. C'est quelqu'un à suivre quoi. Parce qu'il a un bon témoignage. Il n'est pas orgueilleux. Il est humble, il respecte tout le monde. Et puis il comprend tout le monde. Il ne s'emporte pas aussi. Quand on va dans les réunions, il faut dire que les personnes handicapées sont très colériques. Donc il y a toutes sortes de cas. Mais c'est quelqu'un qui est tempérant. Et puis il fait comprendre les gens. Donc vraiment, moi je l'ai aimé et je l'apprécie beaucoup. Être handicapé, ce n'est pas la fin du monde. Aujourd'hui, j'ai créé une association de personnes en situation de handicap qui regroupe plusieurs handicapés pour que nous puissions nous mettre au travail pour dire que la mendicité, non à la mendicité. Mais nous pouvons faire quelque chose. Donc aujourd'hui, je transmets ce message à toute personne handicapée d'arrêter de mendier. On a des talents qu'on peut promouvoir. Il y a de ces hommes que vous rencontrez qui vous changent la vie. Amidou Ouedraogo en fait partie. Je garderai à l'esprit son adage favori. Perdre la vue, ce n'est pas perdre la vie. Autrement dit, dans la vie, il ne faut jamais abandonner, quels que soient nos handicaps ou nos difficultés. J'ai pris plaisir à découvrir Tia Salé, une véritable orgie de couleurs. C'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui. Je m'envole vers d'autres destinations, mais apprêtez-vous, car chez vous, je viens.